Très bien, super. OK, donc merci beaucoup pour l'introduction, Benoît. Donc c'est un travail, en collaboration avec, Thierry Giraud et Laurent Najman et donc on avait déjà fait, la démonstration auparavant du fait qu'on avait une relation d'équivalence entre la dynamique en dimension 1 et l'homologie et les persistances topologiques en dimension 1, donc sur des courbes non quintées et on s'est demandé si ça pouvait s'étendre facilement à la dimension n. Donc on a eu quelques petites complications au niveau calcul, mais on a réussi à le prouver. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Donc le point est le suivant, on va commencer par la motivation. On parlera aussi après de la dynamique et des persistances, un peu du background qui est nécessaire pour ces deux concepts. Ensuite, je vais vous faire une démonstration ultra raccourcie, parce qu'on sait que les démonstrations en conférence, c'est un peu compliqué. Donc une démonstration ultra raccourcie qui prouvera que l'appariement par dynamique implique l'appariement par persistance et inversement. Et ensuite, je vous expliquerai un peu les petites difficultés que j'ai rencontrées pour faire le passage de la dimension 1 à la dimension n, et puis on conclura le papier. Donc la motivation. En fait, ces deux concepts, la dynamique et la persistance, viennent de domaines complètement différents au départ. La dynamique, ça vient de la morphomaths. Par contre, la persistance topologique, excusez-moi, j'ai l'habitude de le faire en anglais, vient du domaine de la persistance homologie. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ces deux domaines, on sait que c'est enfin, il y a quelques résultats qui montrent que c'est corrélé, mais c'est encore très peu démontré. Ensuite, au niveau usage pratique, les dynamiques servent souvent à calculer des marqueurs. Les marqueurs permettent de calculer des watersheds. Les watersheds permettent de faire de la segmentation, puisque c'est la ligne de partage des eaux, et ça permet de faire de l'analyse d'image. D'un autre côté, on a la persistance, qui permet de faire de l'appariement de points. L'appariement de points sur un complexe de Morse-Smalley, par exemple, permet de faire des cancellations, qui permettent de faire de la simplification du maillage, qui permettent de faire de la visualisation simplifiée d'une image. Ensuite, il y a des différences entre la dynamique et la persistance. C'est que la dynamique, elle sert en général, pas toujours, mais en général pour les minima régionaux, alors que la persistance, au contraire, elle sert plutôt dans des contextes de champs de vecteurs sur des complexes de Morse-Smalley ou des complexes implicaux, des choses comme ça. Mais surtout, le gros point commun entre ces deux concepts, c'est que les deux encodent une information topologique en rapport avec des fonctions. Donc voici un exemple vraiment très simple en dimension 1, parce que c'est, j'avoue, beaucoup plus facile de l'expliquer en dimension 1 qu'en dimension n. Donc voici à gauche comment est-ce qu'on fait un calcul de dynamique. Alors on prend un minimum local de la fonction, surtout pas un minimum global, parce que minimum global n'a pas de dynamique, ou une dynamique infinie par convention. Donc on prend un minimum local, on part d'ici, et on se pose la question suivante. Quel est l'effort minimum en suivant la fonction que je peux faire pour atteindre un point qui est plus bas? Donc on voit que si je vais à gauche, je peux descendre plus bas en passant par ce point-là. Si je vais à droite, je peux descendre plus bas en passant par ce point-là. L'effort minimum est donc celui qui est du côté gauche. D'un autre côté, si on veut calculer maintenant la persistance et plus la dynamique, comment est-ce qu'on va faire? On ne va plus penser en disant je prends un minimum, en pensant en disant je prends un maximum, parce qu'on est en dimension 1. Donc je prends le maximum qui est en rouge ici, je dessine les deux composantes connexes qui passent par ce point-là, à l'horizontale donc, c'est-à-dire en réalité je fais les calculs de la coupe inférieure large qui passe par ce point-là, j'obtiens cette composante connexe-là ici et cette composante connexe-là, je calcule les représentants. Alors les représentants, c'est les points dans une composante de connexe par exemple qui sont les plus bas pour la fonction donnée. Donc ici, c'est ce point-là qu'on appelle xmin. De l'autre côté, je vais avoir xmin 2, je crois que je l'ai appelé comme ça, et ce qui va se passer, c'est qu'on va se dire, je vais associer à ce maxima, à ce maximum, le point parmi les deux qu'on a vus, xmin et xmin2, qui est le plus haut, donc le plus élevé. C'est-à-dire ici, ça va être ce point-là avec ce point-là. Et on va remarquer quoi? On va remarquer qu'à gauche, on a fait de la dynamique, et à droite, on a fait de la persistance, et les deux ont associé on fait les mêmes paires de points. C'est assez fascinant au départ. Ensuite, on va rentrer un peu dans le détail formel, et je vais donc vous introduire ce que sont les notions de persistance et de dynamique au niveau définition. Donc, on parle des fonctions de Morse. Ça, je ne l'ai pas explicité, mais on suppose qu'on est dans un cadre qui est assez favorable en disant qu'on prend des fonctions de Morse, avec certaines particularités. Donc, on prend des fonctions C2 sur un domaine D. On suppose que la matrice hessienne, donc la dérivée seconde, n'est pas dégénérée au point critique. Je précise bien au point critique. Et donc, ça a pour conséquence qu'on n'a pas de plateau sur nos fonctions, ce qui est un gros avantage parce qu'on sait que les plateaux sont souvent problématiques. Et en plus de ça,
on va supposer que les valeurs critiques sont uniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a deux extrémas sur la fonction f, les valeurs de la fonction en ces deux points seront différentes. Et on verra que c'est une condition nécessaire, parce que sinon on a des ambiguïtés avec les persistances ou avec la dynamique. Donc qu'est-ce que la dynamique avec les formules? Ben, on part d'une fonction, alors je parle dans le cadre, j'ai une fonction dans le cadre R2, je vous donne les formules dans le cadre de Rn. Donc on a une fonction qui définit de Rn dans R, qui est une fonction de Morse, donc avec certains critères de régularité. On a un xmin, parce que c'est lui qu'on va chercher à associer à quelque chose. Donc on a un xmin qui est un minimum local de f. Ici, ce n'est pas très visible, mais c'est l'intersection entre le chemin rouge et le chemin bleu, donc celui qui est juste ici. On calcule l'ensemble des chemins gamma qui partent de ce point et qui sont capables d'aller plus bas sur la fonction. Donc le chemin rouge, par exemple, le chemin bleu, par exemple, et plein d'autres chemins qui sont en fait en affinité parce qu'on est en dimension 2 ou plus, qui vont sur les côtés, qui peuvent redescendre, etc. Le gros problème des autres chemins, c'est qu'on verra qu'ils ne sont pas intéressants pour calculer la dynamique. Donc on va calculer l'effort en disant, ici, je suis parti de là, pour descendre jusque-là, j'ai dû monter jusqu'ici. Donc l'effort, ça va être la fonction en ce point cell, point 1 cell en fait, et ce minimum. Du côté bleu, ça va être la fonction en ce point 1 cell là, et moins la fonction en ce point-là. Et on va remarquer que l'effort minimal est donc du côté bleu, parce qu'on n'a pas eu besoin d'aller aussi haut pour descendre plus bas. Et ensuite, la dynamique, donc, c'est l'effort minimal, donc l'effort optimal, par rapport à l'ensemble de ces chemins descendants. Et ensuite, pour faire l'appariement, il manque un tout petit élément, c'est de se dire quel est le point critique qui, pour un x-min donné, va me faire une dynamique de la forme fx, on ne sait pas quoi, moins fx-min, qui est égal à cette dynamique. Et donc, typiquement ici, ce sera ce point-là, puisqu'on a unicité des valeurs critiques. Donc, on aura l'association de ce x-min avec le point sur la courbe bleue, le point 1,7 qui est là. Donc ça, c'est pour la dynamique. Il y a une petite relation qui est intéressante en infomat, c'est que la dynamique, on a vu tout à l'heure que c'était lié au watershed. On sait aussi que c'est lié au flooding de deux façons différentes, parce que les watersheds, on peut les calculer par flooding, et de plus, les dynamiques aussi peuvent se calculer par flooding, comme le montre le schéma qui est tout en bas. On a un minimum grand M. Bon, c'est des dessins que j'ai extraits de l'article initial de Grimaud, donc c'est des dessins qui datent un petit peu maintenant. J'ai pris un minimum, grand M, j'ai floudé, enfin, Grimaud a floudé, et ensuite, au bout d'un moment où on a floudé suffisamment, on arrive à faire tomber l'eau plus bas que le minimum. C'est une façon par flooding de calculer tout simplement la dynamique, et qui est très intuitive. Maintenant, la persistance. Alors, comment ça marche? On a toujours une fonction de Morse, qui est de Rn dans R, parce qu'encore une fois, c'est la dimension n, la contribution de ce papier, qui est soumis à des GMM et accepté d'ailleurs pour info. Donc voilà, donc c'est ça la contribution de ce papier, c'est de passer la dimension 1 à la dimension n. On a la fonction qui correspond, qui est sur le côté droit. Et ce coup-ci, on va dire, on ne prend pas un maximum parce qu'on est en dimension n, on prend un point 1 cell, on va l'appeler xsad. Le point cell sera le point qui est à la jonction entre les deux composantes bleues. Alors ici, il y a les composantes bleues qui noient un peu la fonction et qui englobent le point xsad, alors qu'ici, j'ai un peu descendu les level sets, enfin les threshold sets, et de cette façon-là, on ne contient plus le point xsad qui est ici. On définit les deux composantes qui sont en fait, comment dire, si on les regarde ici, elles sont jointes, elles se touchent. Par contre, si on les calcule ici, c'est-à-dire qu'on fait la coupe inférieure stricte, elles sont disjointes. Donc en réalité, c'est cette partie-là qui nous intéresse, c'est de se dire, ces deux composantes-là, attendez, je crois que je suis en train de dire... Non, c'est bon, oui, c'est ça. On a bien un point C, donc on a deux composantes connexes. On a deux représentatifs. J'étais en train de partir sur la démonstration. Donc, on a deux représentatifs. Les représentatifs, c'est comme je vous disais, les points minimaux sur une composante donnée relativement à une fonction. Donc, le représentatif ici, ce sera un point qui sera vers le milieu de cette composante-là. Ici, on aura un autre représentatif qui sera vers le milieu de cette composante-là. Et on aura donc le xmin qui sera en fait le point des deux représentatifs qui est le plus haut, au niveau de f, qui sera associé à ce xsad. Et la persistance sera donc la fonction de xsad moins la fonction de xmin. Donc on voit qu'on refait le procédé décrit tout à l'heure. Alors maintenant, la grande question, c'est comment il se fait que deux phénomènes qui sont complètement différents à la base arrivent quand même à être intercorrélés suffisamment pour qu'en fait,
l'appariement par dynamique implique l'appariement par persistance. Alors, c'est aussi une petite démonstration, ça c'est les grandes lignes. On parle de la fonction, on a xmin, un minimum. On sait que xmin est apparié à x1 SAD, qui est toujours pareil au centre, à la jonction entre les deux composantes connexes. On définit C1 en rouge, C2 en bleu. Je passe les détails. On sait juste que xmin est dans la composante rouge. Et donc, moi, ce que je veux vous prouver, c'est les trois propriétés suivantes. La première, c'est de dire que xmin est bien le représentant de, sachant qu'on a l'appariement par dynamique, que xmin est bien le représentant de cette composante, que le xmin prime qui est de l'autre côté va être plus bas en fait que le xmin qui est là. Et ensuite, on en déduira de façon évidente que l'appariement par persistance correspond à l'appariement par dynamique. Alors, comment est-ce qu'on démontre que xmin est le point le plus bas, donc le représentatif de la composante rouge? On raisonne en dimension 1 parce que sinon c'est impossible à décrire. Ben, on fait la supposition contraire. On va raisonner par l'absurde. On va dire, imaginons qu'il y a un point, ça c'est la composante C1, voilà. Ici c'est la composante C2, mais donc voilà. Ici, la composante C1, on regarde xmin, on dit, et si il existait un point qui va plus bas, le point X étoile, qu'est-ce qui va se passer? Le point rouge, on part de lui, on fait un chemin qui va plus bas que lui. Ben, évidemment, comme on a permis d'aller plus bas, on va rester dans cette composante connexe C1 et on va être capable, en partant d'ici, d'aller à X star star et d'aller à X star. Donc ça veut dire que la dynamique, finalement, ce sera cette hauteur-là qui sera plus basse que la dynamique prévue au départ. On a une contradiction. Donc forcément, le xmin est bien le représentatif de cette composante C1. Ensuite, deuxième propriété qu'on voulait prouver, on voulait prouver que le x de min était plus bas que xmin. Ça, c'est la composante C2, ça, c'est la composante C1, toujours. Donc, on va faire un peu le même démonstration par l'absurde. On va dire, on suppose que f de xmin' est plus grand que f de xmin, donc on va monter le point ici. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en partant de xmin, avant, on arrivait par la dynamique à descendre plus bas, mais là, on n'y arrive plus, puisqu'on a monté le point xmin'. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en partant de ce point-là, une fois qu'on est arrivé ici, il faudra continuer encore plus loin, sortir de la composante connexe C1 union C2, et donc sortir de cette hauteur, aller plus haut, jusqu'à ce point-là, pour pouvoir descendre plus bas. Ce qui fait à nouveau une contradiction, parce que ça veut dire que la dynamique est plus grande que prévu. Donc voilà, on a prouvé de façon très simple que les propriétés P1 et P2 étaient vraies, et donc, quand on est apparié par dynamique, on est apparié de la même façon par persistance. Et donc, évidemment, la valeur de la dynamique et la valeur de la persistance sont dans ce cas-là les mêmes. Maintenant, il y a le cas contraire, le cas inverse. Comment est-ce qu'on procède? On va montrer donc, on a l'appariement par persistance qui implique l'appariement par dynamique. On suppose qu'on a une fonction de Rn dans R qui est une fonction de Morse, avec x un SAD, donc un point 1 cell, encore une fois, qui est ce coup-ci le point de départ pour notre algorithme d'appariement par persistance. Sachant qu'on a l'appariement par persistance, on a plusieurs propriétés qui en découlent. On a le fait que C1 et C2, comme d'habitude, C1 en rouge, C2 en bleu, qui sont les deux composantes de f inférieures à f de x1 SAD, c'est-à-dire que c'est en gros, on part de ce point-là, on dessine les deux composantes en faisant les threshold sets, et on a deux composantes. Ensuite, on sait que C1, on le sait, on sait que C1 contient xmin, et que xmin est le représentatif de cette composante. De même côté, on sait que du côté de C2, ça contient un xmin' qui sera le représentatif de cette composante-là. Et on sait encore plus de choses parce qu'on sait que f xmin' est plus bas, parce que tout simplement, on a l'appariement par persistance. Et donc là, je vais faire de façon plus courte que ce qui est écrit là. On va essayer de prouver que le xmin qui est là est bien apparié au x1 SAD qui est juste là. Et ça se fait de façon toute simple, intuitivement en tout cas, ça se fait de façon toute simple. Il suffit de partir de xmin, on dessine un chemin en vert qui va suivre le chemin sur le graphe de la fonction. Il va aller jusqu'au point cell et on va descendre plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un effort de la taille de fx1 SAD moins fxmin qui satisfait que c'est un chemin descendant qui veut dire que la dynamique est au plus égale à cette différence de hauteur. Maintenant, ce qui reste à prouver, c'est que la dynamique, enfin l'effort qu'on a obtenu, est en fait optimal.
Et ça se voit très simplement, c'est qu'en dessinant d'autres chemins qui vont de ce point-là à une zone descendante, enfin un autre point sur un chemin descendant, on va aller sur les côtés. Qu'est-ce qui va se passer quand on va sur les côtés? Comme on est sur un point un seul, forcément, le chemin va monter plus haut. Donc, l'effort sera plus grand. Ce qui veut dire que le chemin optimal, c'est bien le chemin vert. Et donc, la dynamique et les persistances vont être égales, et l'appariement seront les mêmes, puisque le seul point qui vérifie que la dynamique vaut fx insad moins fx min dans les points, dans les différents points critiques, c'est forcément x insad, par unicité des valeurs critiques. Donc voilà, on a démontré que l'appariement par persistance et par dynamique sont équivalents. Juste pour dire, parce que là, évidemment, j'ai dû faire pas mal de schémas en dimension 1, et ça, c'était dommage, mais je n'ai pas le choix pour les explications. En fait, il y a eu pas mal de petites complications qui sont apparues pour réussir à passer la dimension 1 à la dimension n. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on avait deux directions possibles, à gauche ou à droite, en dimension 1, en fait, en dimension n, ça devient, on a un nombre infini de directions possibles, déjà. Ensuite, on avait à prouver que pour un point un seul, on a, sur une fonction de Morse, bien sûr, on est toujours dans ce cadre-là, on avait deux composantes connexes, deux composantes surtout, qui se rejoignent quand le threshold set arrive à la hauteur de fx insad. Autrement dit, si vous faites une coupe en un point un seul, ça vous paraît sûrement tout évident qu'on obtient que deux composantes connexes sur les deux côtés, celles qui sont inférieures au seuil, mais ce n'est pas si évident que ça, parce que si on prend une fonction qui n'était pas Morse, on pourrait avoir des monkey saddles, et on pourrait avoir trois composantes connexes au lieu de deux. Donc, du fait qu'on est sur une fonction de Morse, on a des théorèmes qu'on n'a pas autrement et qui nous permettent d'avoir cette propriété-là. On a pu faire des changements de coordonnées qui ont été très utiles parce que ça nous a permis justement de modéliser la fonction finale en un point donné de cette forme-là, c'est-à-dire que f de x était de la forme moins x1 carré parce que le x1 correspondait à la valeur de la SN qui était négative et les autres valeurs étaient positives, strictement. Donc ça permet de simplifier la fonction et de faire des calculs non pas génériques, mais enfin, ça simplifie finalement la démarche. Ensuite, on a dû faire, d'un point de vue algorithmique, le calcul d'un chemin optimal qui prouvait qu'on passe toujours par un point cell quand on part d'un point minimum pour aller plus bas. Et qu'on veut évidemment avoir un chemin optimal au sens où l'effort est minimal. Dernier point, le calcul en rapport avec ces preuves-là sont un peu plus complexes, comme je disais, mais surtout le concept est exactement le même, c'est-à-dire que c'est le raisonnement par contradiction qui prévaut, en disant, ben, si on suppose que ce point-là n'est pas si bas que ça, qu'il en existe un plus bas, on a une contradiction, etc., etc. Donc le raisonnement était globalement le même, le concept est vraiment le même, mais la seule différence, c'est au niveau des détails calculatoires. Ce qui me permet de passer à la conclusion. Sur les fonctions de Morse, l'appariement par persistance et par dynamique sont équivalents. On l'a dit 10 fois, mais c'est super important, je pense, comme propriété. La persistance et la dynamique, qui sont elles des valeurs scalaires, sont donc égales. On a une autre relation dont je n'ai pas parlé, j'aurais peut-être dû la dire en mise en contexte, mais qui est très intéressante et très importante, qui comprend le watershed d'une fonction et qu'on l'unit au watershed de l'inverse d'une fonction, enfin de l'opposé d'une fonction, on obtient le complexe de Morse-Smollett de cette fonction. Donc c'était déjà un lien qui existait avant ces recherches-là et qui disait que la morphomètre était déjà liée en fait, à la persistance homologique. Enfin, surtout la théorie de Morse discrète, ou pas discrète plutôt, d'ailleurs, la théorie de Morse continue. Et dernier point, on a renforcé le lien entre la morphologie mathématique et la théorie de Morse. Et donc, les prochains travaux qu'on envisage de faire, c'est l'extension au cas discret. Donc, ça veut dire qu'il faudra passer par la théorie de Forman. Les intuitions sont un peu les mêmes. Je trouve que les calculs de champ de gradient et tout ça sont un petit peu plus complexes à percevoir, mais je crois que c'est une question d'habitude. Et ensuite, investiguer, j'allais dire, chercher s'il y a des algorithmes de morphomath qui peuvent être appliqués en persistance homologique ou l'inverse, parce qu'on sait que la morphomath a plein d'algorithmes développés par la communauté, et ce serait bien de voir si on ne peut pas accélérer certains des calculs qui est fait en persistance homologique, et inversement, voir s'il n'y a pas de la théorie de persistance homologique qui serait applicable à la morphomath. Et là, c'est une question que j'avais déjà posée à ISMM, je crois que c'est en Allemagne, en 2019, où j'avais posé la question disant, est-ce que ça, c'est une fonction de Morse? Sous-entendu, c'est pour vous demander si vous avez des questions. Et je n'avais pas eu de réponse. Merci pour votre attention. Bien, merci. Merci pour cette présentation.